Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue, parents et amis sur Internet, un petit peu partout sur la plupart des applications et bien sûr sur gillesparent.com. Mon invité est tombé dedans quand elle était jeune. Florence a un nom de famille qui a marqué la région de Québec. Brouillard entre l'héritage de son père et sa vision plus jeune. La patronne, c'est vraiment elle maintenant. Florence a su avec brio reprendre le flambeau en cette nouvelle ère de communication, pousser en avant l'agence. Bonjour! Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On est dans une belle fin de journée. On prend le temps. Je suis de bonne humeur. Je suis vraiment content de te recevoir parce que tu sais que écoute, notre histoire commence en 91, je pense. J'aime ça que tu connaisses mon année de naissance par cœur. Ben parce que j'étais à Chic FM avec ton père à l'époque. Puis je me rappelle, bon, on a eu un enfant à peu près en même temps, moi, Émile et Florence qui est arrivé. Puis je suis allé te voir très jeune. Puis écoute, je vais t'avouer une chose, je pense que j'ai amené bien des gens à appeler leur fille Florence. Je trouve ça vraiment beau. Et la ville de Florence, tout est là. Tout est là. Est-ce que tu es contente de ton prénom? Mon Dieu, oui. Évidemment, quand j'étais plus jeune, pas du tout. Puis non seulement, tu dis, j'ai amené bien des gens à appeler leur fille Florence. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont appelé leur petite fille Florence. Certains m'ont même demandé la permission, ce qui est très cute. Oui. Puis évidemment, j'ai dit oui, ça aurait été bête de dire non. Il y en a beaucoup. Des petites. Dans ma génération, il n'y en avait pas tant que ça, mais là, il y en a plein. Puis oui, c'est beau. Mais pourquoi tu n'aimais pas ça jeune? Juste parce que... Ouais, parce que, tu sais, je voulais m'appeler Natacha, Pamela, name it, là. Comment, je l'ai dit, je te regarde aller avec plaisir, puis je te dirais avec admiration, sincèrement, parce que je sais que la transition, la transmission des connaissances dans ma famille, c'est arrivé avec mes frères dans des compagnies, tout ça, puis dans le fond, la plupart des gens que moi je connais espèrent que la relève va être meilleure que nous. C'est un souhait, puis Jean, c'est ce qu'il souhaitait aussi. Puis je pense qu'il doit être très, très heureux de te suivre. Oui, je pense aussi. Ben en fait, j'étais en train de te raconter ça avant qu'on commence à discuter plus officiellement. Je suis venue te voir avec Jean il y a 3 ans, donc en 2022, qui était le jour d'ailleurs où il gagnait un prix en soirée qui était prix hommage de carrière à l'époque. Puis on avait eu une discussion, à bâton rompu ensemble sur la transmission. Au sortir de la COVID, c'était tout ça? Exactement, en 2022, exactement. Puis moi, donc Jean était encore dans l'entreprise à ce moment-là. Puis je l'ai réécouté l'épisode ce matin, vraiment pour me mettre dans le bain, puis aussi pour voir un peu le chemin parcouru. Tu sais, la vie va vraiment vite. On prend pas nécessairement le temps de faire ça. Je me rappelais pas du tout c'était quand qu'on s'était parlé. Puis d'emblée... De quoi? Aussi, on avait parlé? Non, tu savais un peu, mais... Ben, oui, de quoi? Mais où est-ce qu'on était allé? Tu sais, ça peut tellement partir large. Tu as tellement un passif avec mon père. Puis justement, dans cette entrevue-là, Jean disait qu'il considérait que je l'avais dépassé. Puis je trouve ça vraiment merveilleux d'entendre, de l'avoir réécouté dire ça. Ça fait 3 ans, puis j'ai l'impression que ça fait 15 ans. Donc, j'ai l'impression que oui, je pense qu'il est très fier de ce que je fais. Florence, est-ce qu'il y a une période d'adaptation où tu as essayé, je sais pas, je présume, tu as essayé de garder ce que ton père faisait puis être toi-même? Puis penses-tu que maintenant, quelques années plus tard, c'est vraiment Florence, là, c'est ton empreinte Brouillard aujourd'hui? Absolument. Puis tu présumes bien. Non seulement ça, je te dirais que, en fait, je pensais que ce travail-là avait été fait avant l'acquisition de l'entreprise. C'est-à-dire que si je suis dans l'entreprise depuis un peu moins de 15 ans, j'ai fait tous les postes. À la fin, j'étais directrice générale. J'ai changé beaucoup, beaucoup de choses pendant que mon père était propriétaire et président. Et pour être honnête, je pensais qu'au moment où j'allais faire l'acquisition, mais les changements avaient déjà été faits. Et donc, là, j'allais simplement continuer. Okay. Et j'ai acheté l'entreprise, donc, il y a 1 an et demi à cette date. Et j'ai été la première surprise, et je le suis encore à ce jour, 1 an et demi plus tard, surprise de voir comment, j'étais dans le champ. En fait, j'ai encore changé énormément, pour ne pas dire plus de choses depuis que j'ai racheté, et je ne m'attendais pas nécessairement à ça, que ce soit dans les services, la façon de faire, la structure, la façon d'engager les employés, le type de personnes avec qui je veux travailler, le profil de mes clients. Honnêtement, il n'y a rien qui n'est pas passé, Gilles. Donc oui. J'y ai mis la fameuse empreinte, mais je te dirais que ça n'a pas juste été qu'est-ce que je veux, c'est plutôt ce que peu la vie m'a montré qu'il fallait que je fasse. OK. Et puis, est-ce que des clients qui existaient, parce que ton père avait une bonne liste de clients, il y en a des nouveaux évidemment, mais est-ce que les besoins ou les choses qui sont demandées par les clients t'ont amené à dire, ça, on le fait pas vraiment, on pourrait le faire? Dans le fond, ça vient aussi des demandes, pas juste de ce que toi t'imagines. Là. Mélange. C'est un mélange de tout ça. Puis je te dirais, honnêtement, vraiment, depuis la pandémie, c'est un mélange. Faut vraiment être à l'écoute du contexte. Nous, on est une petite agence, on se plaît à s'appeler une agence boutique.
Et donc, on peut être très agile. Contrairement à des gros bateaux, des grosses agences, on peut se revirer sur une scène pour ne pas dire qu'on le fait à tous les jours. Je vais te donner un exemple tout simple. J'ai eu 3 rencontres avec des nouveaux clients avant de venir ici aujourd'hui. Et dans les 3 cas, les demandes qu'ils avaient étaient des choses pour lesquelles j'avais jamais fait de projet d'entente en bonne et due forme. Donc, ça veut dire qu'à tous les jours, on se renouvelle et on se permet de le faire. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est ça qui est beau aussi dans notre humanité, c'est la curiosité, c'est se dépasser. Puis, considérant que les communications, c'est une science sociale, ben on est capable d'arriver à trouver des solutions rapidement à force de travailler dans le milieu, même si on n'a jamais fait spécifiquement cette chose-là. Est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, Brouillard, c'est plus un tremplin qu'un poids, dans le fond, parce que ça vient qu'une histoire, tu comprends, t'espères être à la hauteur, puis d'autre part, ben, t'as un nom qui évoque la transmission, la communication, tu comprends? Absolument. Il y a ça, mais qu'est-ce que tu vois comme étant, mettons, l'aspect le plus marquant de ça? Bien, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je ne sais pas si probablement plus jeune, je l'ai déjà vu comme un poids, mais pas tant que ça non plus. Okay. C'était pas un fardeau. Mon père avait une bonne réputation, puis dans la tête des gens, ce qu'on fait, du commun des mortels, c'est qu'on organise des 5 à 7 puis des ouvertures de restaurants, puis on les invite gratuitement. T'sais, entre toi puis moi, il y a plus plate, mettons, comme réputation. Mais même j'ai l'impression que tu as ouvert beaucoup la machine. Là. Oui, naturellement. Mais c'est intéressant le terme que tu utilises parce que tu as dit, est-ce que tu vois ça comme un poids ou un tremplin? Puis moi, ce que je me plais à dire, c'est que Brouillard, c'est la machine pour vivre ma vie de rêve, quelle qu'elle soit. Donc, je le vois vraiment comme un tremplin. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que je dis à l'équipe. Je vois Brouillard comme une entité qui leur permet de faire ce qu'elles veulent de leur vie. Au-delà de financièrement, oui, je comprends. Mais avec les paramètres qui leur permettent de travailler avec les projets, puis leurs idoles, puis les gens qui veulent, dans le contexte qu'ils veulent. Puis pour moi, ça, c'est vraiment important. C'est comme vraiment mon motto pour l'entreprise. Donc, tu te sens choyé. Absolument, absolument. À tous les jours, je dis merci. Ça ne veut pas dire que c'est le fun puis que c'est facile. Ben non, c'est pas ça que je veux dire. Mais, par contre, est-ce que tu es de ta génération, tu vas voir ma question, l'équilibre, tu sais, bon, des fois, c'est un cliché, là, mais dans la réalité, d'être capable, parce que je sais que tu prends des vacances, puis je sais que c'est drôle parce que c'est un aspect que tu as développé, que moi, j'aime beaucoup, probablement qu'on te le dit beaucoup, tes états d'âme, même en vacances, quand tu dors pas, tout ça, fait que bon, il y a un petit côté influenceur là-dedans, mais en même temps, je sens pas que c'est forcé. Je sais pas si c'est parce que tu es vraiment très vrai et naturel, mais on le sent. Parce que quand c'est faux, on le sent aussi. Je sens pas ça de toi. Puis c'est un aspect, c'est comme si tu voulais, je sais pas je sais pas si c'est un objectif, mais c'est comme si ça donnait l'impression, regardez, oui, je travaille fort, j'aime beaucoup ce que je fais, mais par moments comme vous, je suis en crise. Ça marche pas. J'ai des choses qui fonctionnent pas. Puis je considère que je suis pas. Tu sais, il y a des moments où on est moins dedans. Tu as tout à fait raison. Puis, ben, en fait, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Moi, ma façon d'apprendre dans la vie, c'est par mimétisme. Okay? J'ai compris ça jeune. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc, moi, bien avant l'ère des influenceurs, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans la vie sur des blogs quand c'était pas vraiment dans l'air du temps. Je m'abreuve de ça depuis toujours, de contenu inspirationnel. Donc, j'ai toujours consommé ça. Je pense que ça explique le fait que naturellement, pour moi, créer appelons-le contenu en gros guillemets, je suis très loin d'être une influenceur. C'est très naturel, puis c'est même un peu désarmant pour les gens autour de moi parce que prendre une photo, la publier, tu t'en rendras jamais compte, puis je l'ai peut-être fait 10 fois depuis qu'on est ensemble. Ça me demande vraiment pas de jus de cerveau. Maintenant, la vulnérabilité, ça, c'est quelque chose qui est, oui, très à la mode et dans l'air du temps. Puis on demande en ce moment beaucoup aux gens qui ont des postures de leader dans la société, des gestionnaires, de le faire, de miser là-dessus. C'est une bonne idée dans la mesure où c'est réel puis c'est ancré. Dans mon cas, moi, je suis juste comme ça. Tu sais, on va avoir de la misère à se parler de choses en surface. C'est pas comme ça que ma personnalité est faite. Fait que si j'ai une personnalité numérique, j'en ai une. Je suis une personne de mon âge puis je travaille dans cette industrie-là. Je comprends la communication, je comprends le développement d'image de marque personnelle. Mais dans mon cas, je me vois un peu comme un cobaye puis ça ne vise pas un objectif précis, sauf celui d'essayer des choses, puis après de pouvoir les mettre à profit dans mes services. Dans le fond, ce qui nous paraît des fois un carnet personnel, toi, tu me dis, ça fait peut-être 25 ans que je fais ça. À 100%. Mais moi, j'ai toujours fait ça. Nous, fait que là, tu le fais un peu plus. Des fois, tu vas le publier, ce que tu faisais pas avant. Mais... Exact. Mais c'est pas, je te dirais, c'est pas... Il n'y a pas vraiment d'agenda dans mon cas à moi. Puis c'est correct parce que j'ai une bonne maîtrise, disons, des photos puis du narratif, puis je suis capable d'écrire. Puis c'est mon métier, communiquer, on s'entend. Mais il n'y a pas grand-chose de calculé là-dedans pour ne pas dire rien. Puis justement, des fois, les fameux carnets d'état d'âme, ma mère est comme là, t'es obligée de dire ça. Puis je te dirais que c'est rare que ça m'a pas servi. Puis si tu savais, j'ai la quantité de clients qui sont des
entreprises exceptionnelles que je ne rêverais jamais d'avoir dans mon portefeuille de clients qui cognent à notre porte puis disent « Hey Florence, ça fait une couple de fois que je vois des publications, peu importe de toi, où je t'entends dans des entrevues. » Puis c'est tellement comme vrai puis ancré ce que tu dis. J'aimerais ça qu'on essaie de travailler ensemble. Puis de là début des relations d'affaires qui partent sur justement de l'authenticité, de la vérité, de la vulnérabilité, qui sont des mots un peu galvaudés, bien-être, équilibre, machin, tu sais, très à la mode. Oui. Mais quand c'est vrai, c'est simple de même, puis c'est ce que ça représente. Ça peut pas être juste des mots, il faut qu'il y ait quelque chose derrière le mot, c'est bien important. Est-ce que, tu sais, on parlait de la passation des pouvoirs, Jean t'a donné des conseils, je sais que ta mère intervient aussi, est-ce que c'est drôle pour toi? C'est quelque chose est-ce que c'est valable des fois encore d'être juste des petits commentaires? Écoute, t'as les rênes de la compagnie, c'est pas ça, je veux dire. Bien sûr. Mais les petits commentaires, des fois, sur ton travail, je parle. Il y en a plus beaucoup sur mon travail, je te dirais. Okay. Sur ta santé, mettons, fais attention, tu travailles beaucoup. Oui, ça, ta mère, elle doit être protectrice. Ce matin, je te donne un exemple. Je suis en train de faire mon jogging, ma mère m'appelle. Puis là, elle me dit, là, j'ai pas dormi cette nuit parce que j'ai pensé à telle affaire au niveau de tel problème de TRH, puis je pense que tu devrais faire telle puis telle affaire. Là, je l'écoute, puis là, je dis, merci maman, mais tu sais, je suis assez grande pour prendre mes décisions. Des fois, je dis oui, des fois, elle a raison. La semaine passée, il m'est arrivé une situation difficile avec une employée, puis mon réflexe, ça a été d'aller me réfugier chez mes parents à Lille pour parler avec eux, mais c'est pas toujours le cas. Où mes parents me donnent de très bons conseils, surtout mon père, il écoute toutes mes entrevues à la télé. Et là, tout de suite après chacune de mes apparitions télé, il m'appelle, puis là, il me fait un débrief. Ça, très bon. Ça, t'as dit ça tu le dis trop souvent, tes yeux, telle affaire, mais très bon, je te donne 10 sur 10. T'sais, ça, c'est merveilleux. Bon. Oui. Puis il prend ça vraiment à cœur, oui. Puis ils enregistrent tout. Il est bon. Puis, il a déjà vu d'autres. Bien, évidemment, oui. Puis, tu sais, je suis coordonnée mal chaussée parce que moi, je donne la formation de porte-parole pour mes clients pour le faire, mais force est d'admettre que moi, les sujets dont je parle, c'est pas de brouillard puis c'est pas de Florence, c'est toujours sur rebondir sur l'actualité. Plus souvent qu'autrement, j'ai aucune idée du sujet dont je vais parler avant le jour même. Tu sais, j'ai pas lu là-dessus jamais dans ma vie. Je me fais une tête en même pas 20 minutes. Il faut que j'aille le décortiquer, tu sais, devant des milliers, voire des millions de téléspectateurs. Peut-être des millions. C'est quand même Florence, on est au Québec. Calmons-nous. Et donc, tu sais, j'ai besoin d'avoir une crédibilité. Fait que c'est pas évident parce que, honnêtement, j'ai pas l'information parfaitement, tu sais, dans ma tête à chaque fois. Fait que là, justement, mon père, il me challenge, il me donne des cues. Mais ses conseils sont très bons. J'essaie de les appliquer le plus souvent possible. Et es-tu arrivé dans ta vie que tu songes à faire autre chose ou ça fait un bout de temps que tu veux faire ça, là? Parce que je sais qu'il y a eu des circonstances qui t'ont amené dans le sentier de ton père pour 1000 raisons qu'on a expliquées même dans le podcast la dernière fois. Mais t'avais-tu déjà quelque chose qui est... Mettons, à 14 ans, là, je veux faire... Ou c'était la com a toujours été là, pub, com, radio, zéro? En fait, moi, c'était beaucoup plus artistique. Tout ce qui touchait plus les arts visuels, la culture. Mais t'es pas si loin par moment? Absolument, absolument. Mes mandats favoris bonbons, au-delà de la crise, tu sais, que j'aime peu réduire. Gestion de crise, vraiment, la gestion de crise. C'est beaucoup dans le culturel parce que c'est quelque chose qui est très fort dans mes intérêts personnels. OK. Mais ça revient un peu à ce que je te disais tantôt. Tu sais, moi, je vois Brouillard pas comme une agence de com ou de PR immuable. Je vois Brouillard comme le véhicule pour atteindre mes rêves. Oui. Donc, peu importe la forme qu'ils prendront, ces rêves-là, ils vont évoluer. Je t'avouerais que j'aime bien prendre... ça m'est vraiment tombé dessus là, de faire de la chronique, d'être dans les médias beaucoup, de donner des conférences. Puis je ne le cherchais pas. Puis j'adore ça. J'ai l'impression de grandir davantage quand je fais ça que quand je fais mon métier. Donc, je deviens un peu accro à ce feeling-là. Mais en même temps, j'ai pas envie demain matin, mon père il me dit tu peux avoir une deuxième carrière, j'ai pas envie d'être animatrice à la télé, j'ai pas envie d'être conférencière. Non, d'abord parce que t'aimes vraiment ce que tu fais. Bien sûr. C'est une corde de plus que t'aimes. Puis pourquoi pas? Absolument. En quoi moi, je pense que ça veut juste ouvrir un peu l'horizon. Puis ça ouvre à d'autres clients. La preuve, c'est que tu t'annonces que quand ça vient cogner à la porte, c'est pas juste pour faire une campagne pour lancer un restaurant. Là. Il y a de tout. Là. Absolument. C'est beaucoup plus large, plus que jamais. Est-ce que, je sais que tu as doublé le chiffre d'affaires en peu de temps, donc est-ce que tu sais pourquoi ou y a-tu un air du temps? Est-ce que tu t'attribues un peu de mérite là-dedans? J'espère. Je pense qu'à l'époque, je m'en suis attribuée quand c'est arrivé. Mais tu sais, c'était beaucoup de décisions d'affaires brillantes en peu de temps, puis pas brillantes de moi, là, des décisions d'équipe. Okay. Tu sais, on a changé nos services, on a amélioré nos services, on a changé notre structure de prix, on est allé ratisser plus large au niveau des clients. On avait beaucoup, beaucoup de visibilité, puis on disait presque non à personne, sauf si c'était pas dans les services qu'on offrait. Maintenant, je l'ai fait, ça m'a obligée en fait, ça m'a... À faire des choix? En fait, je te dirais que ça m'a donné l'impression que c'était facile. Et donc, je me suis mis à avoir des standards infiniment hauts. Puis ça m'a rattrapé vraiment, vraiment beaucoup. Puis
je suis pas... Puis je sais que c'est particulier parce que je suis en affaires, mais je suis vraiment pas quelqu'un drivé du tout, puis c'en est problématique par le profit, par l'argent. C'est même, tu sais, c'est problématique dans toutes les sphères de ma vie parce que j'ai déjà eu d'autres entreprises, j'ai déjà eu d'autres projets. J'ai besoin de gens autour de moi qui me rappellent ce bout-là. Moi, je travaille par passion, vraiment. Puis je travaille par désir de connexion humaine puis de faire une différence. C'est mon petit côté un petit peu trop à gauche. Et donc... tu sais, ça, je pensais que c'était comme la normalité. J'avais doublé, puis là, j'allais encore doubler, puis là, j'allais encore doubler. Puis quand tu es dans l'écosystème entrepreneurial, ici ou ailleurs, c'est tout le temps la même chose. On te parle de ton chiffre d'affaires, ton nombre d'employés, tes bénéfices, tu sais. Puis c'est tout le temps dans l'augmentation, puis la croissance, puis là, à un moment donné, tu vends, puis tu as un autre projet. Puis là, exact, puis là, tu deviens un mécène. Tout le monde a le même pattern. Puis pour vrai, moi, je suis embarquée là-dedans en me disant, ben non, mais moi, je veux rester petite, je veux avoir juste 10 employés, je veux trouver des façons intelligentes de, oui, croître puis faire plus d'argent, mais sans la croissance... Ou te pervertir de ce que tu aimes. Exactement, la croissance à tout prix. Puis tu vois, en ce moment, la vie, puis ça revient un peu à ce que je te disais un peu plus tôt, puis ça peut sembler ésotérique, mais ce l'est pas, mais la vie m'envoie un peu le message que c'est vraiment pas ça le chemin que je dois prendre. C'est pas ça qu'il faut que je fasse, parce que quand je fais ça, je suis pas alignée avec ce que je veux vraiment, puis je suis pas à mon meilleur parce que mes motivations sont extrinsèques. Puis ça me motive pas, fait que je suis moins bonne. Quand tu dis agence boutique, est-ce que moi, je dois comprendre un peu de tout? Non, pas du tout. Pas ça pas tout, bon, ça va bien. OK, non, mais c'est pour ça que je te pose la question. Je dis, OK, une agence boutique, là, parce que je pense à hôtel boutique. Hôtel boutique, j'ai l'impression que c'est petit puis avec des petits services. Bon, mais moi, là, ta petite gestuelle, vous êtes vraiment déçus de ne pas voir sa gestuelle d'hôtel boutique. Les petits doigts. Okay, je t'explique. Les hôtels boutiques ont été inventés, vraiment, je t'explique l'histoire, dans les années 80. D'abord à New York, puis aussi en Californie. Okay. Puis c'était un peu... Il y a plusieurs choses, là, si on fait l'historique rapide. Il y a les grandes chaînes d'hôtellerie qui sont présentes partout dans le monde. Puis le concept de l'hôtel boutique, c'est des hôtels avec un niveau d'excellence et de qualité de service hors du commun, comme dans les grandes chaînes, mais de façon beaucoup plus à petite échelle personnalisée. Dans les hôtels boutiques, bon, il y a beaucoup de déclinaisons, puis on va dire que tu peux aussi acheter dans les hôtels des éléments qu'il y a dans ces hôtels, le côté boutique, mais ça vient pas vraiment de là. Il y a différentes théories. Pense aux hôtels Germain, par exemple. C'est une déclinaison, tu peux acheter l'oreiller, tu peux acheter même le matelas maintenant, tout. Bon, exactement. Fait que là, l'aspect boutique prend tout son sens, mais au-delà de tout ça, au départ, c'était pas nécessairement que tu pouvais acheter. C'est un service ultra attentionné, mettons. Absolument. Dans notre cas, c'est un peu le même principe. C'est une agence qui ne se veut absolument pas grosse par choix, qui se veut surspécialisée dans certains services. Donc, certainement pas parce qu'on offre un grand éventail de services. On est très bon dans certains services. Puis c'est un questionnement continu. Tu sais, quand quelqu'un y arrive pour un site web ou du placement publicitaire, est-ce que je le prends puis je le sous-traite? Est-ce que je l'envoie ailleurs? Moi, dans ma personnalité, j'ai toujours juste envie de l'envoyer ailleurs puis de pas m'en faire. Mon comptable, il dit, ben non, prends-le puis sous-traite-le puis prends une cote. Mais tu sais, ça, c'est... comprends. Non, c'est une façon de voir. Mais en même temps, je pense pas que tu es obligé de passer à côté de quelque chose qui est pas toi, là. Tu sais, si tu peux le faire, si tu dois le faire, je pense pas que... Tu sais, je comprends. C'est pas ça qui te fait vibrer, là, de absolument faire ça. Pas. C'est pas toi, là. Puis, mais ça peut être l'agence. Absolument, mais d'un autre côté, tu sais, je vends du service, c'est mon nom de famille. Malheureusement, heureusement, l'agence est une extension de moi. Ça peut être un piège, il faut que je fasse attention. Tu sais, je veux pas être prisonnière de mon entreprise, puis je l'ai vécu, moi, d'acheter une entreprise de service au nom d'une personne. C'est difficile à calculer la valeur d'une entreprise. Si un jour je veux la vendre, ça doit rentrer en ligne de compte. Mais au-delà de tout ça, l'aspect boutique, pour moi aussi, c'est de dire, tu sais, nos bureaux, nous, ont l'air d'un appartement. Nos clients sont invités à venir chiller en bon français au bureau quand ils veulent. Peu le font, mais il y en a quand même qui le font, puis ça nous fait toujours plaisir. Puis quand ils viennent, c'est pas nécessairement pour parler de boulot. On va parler de 2000 affaires. On a toujours de la bouffe, de l'alcool de nos clients, des produits. On fait beaucoup dans l'alimentaire, fait qu'on a toujours des trucs à tester. C'est le fun. Puis moi, je veux que presque tous les clients de chez Brouillard, même si j'ai pas l'occasion de parler à absolument tout le monde peut avoir mon cellulaire et me contacter 24/7. Ça, c'est comme, pour moi, c'est important, puis parce que c'est pas... Ils ne doivent pas abuser de ça quand même. Non, absolument pas, mais il y en a avec qui je développe vraiment une relation de proximité, puis c'est ça que je veux. Ils m'envoient des podcasts à 6 h le matin quand ils se lèvent parce que ça les inspire, parce que justement, on n'est pas juste dans l'exécution, on est dans la pensée stratégique du développement de leur entreprise, dans leur relance, dans leur projet, dans leur tête, puis c'est ça aussi, c'est cette proximité-là, puis c'est cette personnalisation de nos services. Est-ce que le déménagement a tenu compte de ça? Vous avez déménagé. Est-ce que c'était pour avoir un local qui serait plus propre à ce que tu viens de dire? Oui et non. Ben, en fait, pour la petite histoire, les bureaux de mon père, comme pour beaucoup d'ailleurs agences de PR, étaient annexés à sa maison toute sa vie. Puis moi, ben, c'était mes parents. Fait que j'étais vraiment écœurée de les voir.
On va se dire ça en bon français. Puis j'ai trouvé une opportunité d'un superbe local. C'était peut-être réciproque? Ben, je t'avouerais que j'aimerais ça te dire que oui, mais selon eux, c'était pas réciproque. Mais quand je suis partie, okay. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Ouais, mais t'es pas parti au Brésil non plus, là. Non, je pense comme 2 coins de rue plus loin. Ouais, c'est ça. Non, non, je suis vraiment pas partie au Brésil. Mais je pense qu'eux étaient attachés aussi au fait que l'entreprise était dans la maison, dans la bâtisse. Mais finalement, ils sont très contents que je sois partie, il n'y a aucun doute. Mais ça a été un gros step aussi parce que dans mon cas, il y avait quand même... L'entreprise était tellement associée profondément avec mon père et sa personnalité que ça faisait partie des coupures qui étaient nécessaires Je suis d'accord. Si on voulait réussir éventuellement la transition. Ne serait-ce que toi, si tu le sentais de même, c'est important. Ben oui. Parce que tu lis de l'affaire. Là. Fait que si tu 100%. dis, on n'a pas complètement coupé le cordon, on n'est pas... Tu parles... Je t'entends, je t'ai vu, puis tu parles beaucoup de l'aspect de l'approche humaine. Alors, la petitesse ou la grandeur ou la forme de l'agence, c'est important parce que ça va ensemble. Si tu veux maintenir un niveau de relation humaine de personne à personne puis de compagnie à compagnie, tu n'as pas le choix. Là. Si tu décidais de grandir trop, je comprends ton point. C'est des choix qui doivent être difficiles par moment parce que tu as des opportunités persuadées où tu dis... Faut que tu dises non. Il y a des choses auxquelles tu vas être obligé de dire non si tu veux garder l'approche humaine d'une petite... d'une entreprise contenue, disons ça. Tout à fait. Puis pas nécessairement petite. Mais je suis dans ces réflexions-là en ce moment, vraiment beaucoup. Vers quoi je vais aller, mettons. Vers quoi je vais aller. Puis en fait, au-delà de vers quoi je veux aller, vers quoi la vie veut que j'aille. Moi, je suis beaucoup là-dedans. Là. Puis je sais que ça peut sembler, comme je te disais tantôt, c'est ça, boule de cristal. Mais en fait, j'ai réalisé que j'étais une personne très ambitieuse. Puis j'ai toujours eu des hauts standards puis des objectifs élevés. Puis ça me jouait des tours parce que j'écoutais pas les signes parfois quand il aurait fallu que je lâche. Puis ça, c'est très dommageable. Fait que j'aime mieux les écouter plus tôt maintenant. T'es-tu fait peur des fois, des bouts de santé où tu dis « Wow, t'as peu, là, c'est trop, là. » Moi, je me fais peur constamment. Mais pas juste du côté de la santé. Mais c'est drôle, j'étais avec ma coach hier, qui est une coach qui me suit depuis des années, business-wise, mais on parle beaucoup... On parle pas vraiment, parce que c'est pas ça qui m'intéresse, on parle beaucoup plus, nous, de l'humain que du chiffre d'affaires, bien qu'on pourrait parler des deux. Puis, on parle beaucoup de ces éléments-là. Puis, moi, je pense que j'ai peur un peu de où je peux aller, puis de mon potentiel et du potentiel de mon équipe. Des fois, tu as le vertige en voyant la grosseur de l'entreprise puis l'intérêt que les gens ont pour. Dans le fond, tu es contente de voir que ça fleurit. Puis en même temps, tu te dis, comment faut que je garde ça? Énorme vertige. On est vraiment... Je me trouve tellement choyée, des gens exceptionnels sur notre route. Des fois, je me dis, wow, comment je vais faire pour être à la hauteur? Puis j'ai pas la réponse, fait qu'on essaye. Puis on essaye d'être dans l'humilité là-dedans le plus possible, puis on travaille fort. Mais oui, j'ai le vertige très régulièrement, je te dirais, mais je pense que c'est ce qui m'a beaucoup défini dans les 10 dernières années. Étrangement, c'était l'espèce de « OK, j'ai la chienne, là. » Puis même si j'ai la chienne, je vais faire mes yeux puis je vais prendre la décision pareil. Je sais pas comment je suis arrivée, honnêtement. Je pense que c'est mon petit côté Maric. Ça, c'est le nom de ma mère. Oui. Mais ouais. Vous avez des valeurs, évidemment, tu développes des valeurs. Vous avez conservé, développé des valeurs à l'agence. Est-ce que vous pourriez, parce que ça ne correspond pas aux valeurs, refuser des mandats? Bien sûr. Bien sûr. C'est nécessaire, ça, j'imagine? C'est nécessaire. Ça doit être dur, par exemple. Quand quelqu'un est, pas en désarroi, mais quelqu'un te démontre qu'il a besoin de toi, puis toi, soit tu le sens pas ou tu te dis, c'est pas nous, ça. Je vais être franche avec toi. Là. Moi, j'espère que tu l'es tout le temps. L'espèce d'écosystème entrepreneurial avec les paramètres qu'ils nous donnent de définition de mission, vision, valeur, puis de stick to that, puis de book culture. Puis oui, mais non. Pour moi, honnêtement, puis j'ai l'occasion dans mon métier non seulement d'avoir une entreprise, d'en avoir acheté une, mais de travailler au quotidien avec 30 à, parfois pas certains mois, 70 entreprises en même temps. Et j'ai accès à tout ce data informationnel-là, entrepreneurial, qui est exceptionnel, de PME à multinationale. Fait que j'en vois vraiment des histoires. Puis, ce que j'allais dire, c'est, comment je pourrais dire ça poliment? Je trouve qu'on se fait remplir de beaucoup de bullshit, puis on devrait écouter davantage notre intuition, d'une part. Oui. Puis, dans notre cas, pour répondre vraiment à la question, je me dis pas, est-ce que ce client-là ou cette situation-là répond à mes valeurs comme
bien des gens ou bien des coachs te diraient de faire, pas pantoute. Moi, j'aime bien faire ce qui est difficile parce que je pense que c'est là qu'on grandit puis c'est à ça qu'elle me sert, moi, ma job. Quand je te disais tantôt, c'est le véhicule pour vivre ma vie de rêve. Moi, ma vie de rêve, c'est la vie la plus épanouissante qui soit puis la vie la plus riche en expérience qui soit. Donc, tu te permets de faire des erreurs. Si tu choisis des choses difficiles, c'est que tu acceptes que tu peux te planter. Absolument. C'est dur en tabarouette. Je fais attention pour ne pas sacrer. Puis, il faut dire aussi, comme je te disais tantôt, on fait de la gestion de crise. Donc, oui, je vais accepter certains types de clients qui viennent confronter mes valeurs. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, je crois que c'est sorti au Fête, L'art de ne pas toujours avoir raison. Oui. Un tout petit livre fantastique. Je l'ai pas lu, mais j'ai vu ça passer. Ça se lit en une soirée. Puis c'est quelque chose qui... Écoute-moi, ce livre m'a beaucoup, beaucoup réconfortée parce que dans la dernière année, j'ai pris des dossiers très, très confrontants en termes de valeurs profondes. OK. Pas juste d'image, parce qu'en termes d'image, c'était déjà difficile à... Tu sais, des fois, je n'étais pas d'accord avec les filles au bureau, puis moi, je le prenais quand même le dossier, puis je m'en occupais toute seule. Puis vraiment, pourquoi je fais ça? J'ai dit, pourquoi j'ai besoin de me prouver ça? Mais honnêtement, au fond de moi, c'est parce que je me disais, mon Dieu, que je vais grandir, parce que ça va être dur en tabarouette, puis ça va me challenger. Et t'es-tu arrivé, Florence, de dire, si j'étais la personne qui est venue me voir pour s'occuper de ça, j'aurais aimé ça que quelqu'un m'écoute puis le fasse? Bien, tout le temps. Tout le temps. Parce que des fois, c'est bon, puis d'autres fois, tu te dis, ben je l'ai fait par quasiment charité, j'aurais pas dû parce que ça a été tough. Mais tu comprends, il y a une ligne, là. Je trouve ça intéressant parce que c'est des choix. Ben, c'est comme un avocat criminaliste, finalement, puis c'est comme ça, c'est ça que mon père me dit souvent. Je suis d'accord. Puis c'est pas fait pour tout le monde, puis ça prend. Mais tu sais, moi, je m'assume à 100%, puis genre, j'accepte. Quand j'y vais all-in. Mais oui, il faut à un moment donné aussi savoir dire non à certains clients. Moi, ce que tu vois, j'ai pas écouté, puis là, c'est la première année, puis ça fait, tu sais, quand même presque maintenant 15 ans que je fais ça, que je dis que je n'ai pas la capacité en ce moment de prendre un dossier. Parce que je suis très bonne pour travailler trop. C'est pas du tout une qualité. J'ai dit, je suis très bonne pour me donner une petite tape dans le dos. Puis là, je commence à dire, hey, je peux pas dans le pipeline, tu sais, ça va dans 4 semaines, ça va dans 2 mois. Tu sers mal ton client si t'es pas capable de... Le pire, c'est que même pas tant que ça. C'est pas tant que ça, OK. Oui, un peu. C'est forcé d'admettre qu'on a 24 heures dans une journée, mais je veux arrêter de m'habituer à pas prendre le temps parce que c'est important de le faire. C'est pas fou du tout. Je sais que une part importante de ton métier, on parlait de gestion de crise, c'est de gérer les crises pour les autres, mais quand tu as une crise, toi, personnelle, ça, là, tu parlais de tes parents, tu parlais de ton coach, tout ça, mais est-ce que dans ton équipe, il y a des gens qui vont sentir, Florence, il me semble que... Bien, quand ma santé va moins bien... bien... un peu fatigué. Ouais, tu sais d'abord, là, tu le sais. Ah, mais moi, j'ai vraiment un bon radar. J'ai fait mon premier épuisement professionnel en 2019, je pense. Puis je connais tous les signes. Je suis full bien suivie. Je sais que j'ai une tendance à trop travailler. Puis à trop travailler, c'est quoi? C'est de faire beaucoup d'heures. C'est aussi par l'hyperconnectivité que demande notre métier. Tu sais, c'est juste trop de bruit, c'est trop de fausses dopamine. Bref, tu sais, c'est très épuisant. Mais j'y connais les signes. Fait que maintenant, par exemple, je te dis pas que je les gère bien. C'est-à-dire que pour gérer les crises pour des autres, honnêtement, ça va bien. Mais c'est très, très, très difficile d'appliquer ces principes-là sur soi puis sa propre réalité. Mais c'est normal, parce que quelqu'un dirait je sais ce qui me fait agresser, je sais ce qu'il faut pas que je mange, mais est-ce qu'on respecte ça? C'est difficile, c'est tout le temps des choix. C'est parce qu'on est dans... Quand c'est nous, on est dans l'émotion, on est dans la projection, on est dans l'ego. J'aimerais ça dire que c'est pas le cas puis avoir cette sagesse-là, mais c'est pas encore le cas, malheureusement. Est-ce que, quand tu as un univers aussi réactif, est-ce que rester calme dans un domaine comme toi, c'est... Bon, tu as l'air calme, mais je sais que tu ne l'es pas tout le temps parce que tu le prouves, là. Est-ce que c'est difficile de garder son calme alors que des fois, il y a des situations où même... C'est laid. Je pense que ça s'apprend. En fait, on réalise avec le temps que quand on reste pas calme, on se nuit. Mais c'est sûr que quand tu es dans une situation où ton client est stressé, de ne pas absorber le stress de nos clients très stressés, c'est vraiment quelque chose de difficile. Puis c'est ce qui est le plus difficile dans notre travail, je te dirais, travailler avec des clients qui sont des gens qui sont excessivement stressés ou dont la personnalité explose quand ils vivent des confrontations, du stress. Là, ça, nous, on les absorbe, c'est vraiment pas évident. Puis ça prend beaucoup de sagesse puis de maturité professionnelle et émotionnelle pour être capable de les calmer et de se calmer nous-mêmes. Souvent, entre nous, on réussit à le faire. J'essaie tous les jours. Je te dis pas que je suis bonne, honnêtement. J'essaie de m'améliorer parce que, tu sais, je suis pas comme ça nécessairement naturellement, mais j'ai pas le choix par mon travail. Est-ce que ta définition du succès ou d'une réussite change au fil du temps ou a changé au fil du temps? Parce que souvent, on va dire, si tu as des objectifs démesurés, tu ne pourras jamais être satisfait.
Moi, je sais, dans notre domaine, quand j'étais à la radio, c'est la même chose, les objectifs, c'était inatteignable, tout le monde t'a découragé, personne ne travaillait bien parce que c'était inatteignable. Ben, alors, est-ce que ta définition du succès d'une entreprise, d'une campagne ou d'une réussite a changé? C'est vraiment une bonne question parce que ça m'amène à c'est quoi ma définition d'une réussite, qu'est-ce qui est réussi, d'un succès? ouais? Puis pour être franche, je le sais pas. Je me la pose, je me l'ai jamais posée, on dirait, la question. Mais quoi? quand tu parlais d'intuition, de feeling, tu dois le sentir quand il y a une fierté qui s'installe. Tu sens que le succès, c'est pas nécessairement t'as fait vendre beaucoup aux clients. Tout à fait. Le succès, ça peut être on a vraiment travaillé puis on a réalisé, je pense, au-delà de ce qu'on voulait faire. Ça, oui. Tu as tout à fait raison. Ça, des fois, on a l'espèce de certitude profonde. Maintenant, si ta certitude profonde n'est pas alignée à celle de ton client, là, ça peut être problématique. Puis en PR... Surtout si t'arrives les masses en l'air, ça. lui est déçu, puis tu dis « Hey, nous autres, on a... » Ben oui. Mais je te dirais que ce qui est un peu plus compliqué dans mon métier particulièrement, dans les métiers de la communication, c'est que, oui, on peut calculer le nombre de personnes qui voient, on consomme du contenu qu'on a généré de façon organique, mais ça reste que à mon sens, c'est toutes des fausses métriques. Et donc, nous, ce qu'on calcule, en fait, qu'on devrait calculer, c'est l'augmentation de la visibilité puis la notoriété. Mais ça ne se calcule pas toujours si simplement par des chiffres, malgré ce que toutes les plateformes qu'on utilise au bureau nous disent et nous vendent. Force est d'admettre que, ça prend des sondages à la longue pour voir l'augmentation d'une tendance, puis ça prend du temps. Et donc, c'est parfois très difficile à le calculer peu tangible. Donc, on dirait que ma vision du succès n'est pas axée sur quoi que ce soit d'externe et ça revient à ta réponse. C'est interne, finalement. Quand on sent qu'on a fait de notre mieux puis qu'on a même donné un extra mile, moi, nous, on travaille pas à l'heure chez Brouillard, puis ça, c'est très particulier parce que je veux absolument pas que les filles, un moment donné, disent « On a trop billé le client, on arrête. » On arrête quand on est satisfaite. Puis ça, les filles ont aucune idée du nombre d'heures qu'ils font, là. Puis c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est à mon détriment, bien plus qu'au détriment de qui que ce soit. Puis ça changera pas. Est-ce que la fragmentation des médias, parce que moi, j'ai connu l'époque, 2 gros journaux à Québec, 3 postes de TV, 4 postes de radio, tu comprends? Là, d'ailleurs, les podcasts, les chats, ça, c'est quasiment vieux, là, mais ça a commencé de même, puis les blogs, mais aujourd'hui, les podcasts. En même temps que je pose la question, je me dis, il y a quelque chose. Autant il y a ce côté-là très, très réparti, très, très large, mais tu as des moyens technologiques qui permettent de mesurer tout ça, ce qu'on n'avait pas avant. Fait que, je ne sais pas si ça s'annule les deux. Tu comprends-tu ma question? Absolument. En fait, ça s'annule pas. Ça change juste complètement la dynamique parce que le public est plus segmenté. Vraiment, donc, vraiment. Une offre complètement folle. Donc, tu n'as plus les mêmes chiffres qu'avant, tu n'as plus le même volume. Absolument. Absolument. Puis en fait, je vais te donner un exemple très concret là, qui va te parler. Admettons, à l'époque, je sais pas moi, en 1995, mon père faisait une opération de PR. S'il y avait une télé puis un journal, bien, force est d'admettre que les gens lisaient le journal et écoutaient probablement ce poste de télé-là, et donc ça allait rejoindre un plus grand nombre de personnes. Si aujourd'hui, je fais une opération de relations de presse et il y a juste une télé, un journal, dans les faits, je suis contente, c'est très crédible, c'est des médias crédibles. Oui. Mais le public est en beaucoup plus petite quantité en termes d'audience, de lectorat, peu importe. Un peu partout. Exactement. Donc, honnêtement, si j'invite pas du blog, du TikTok, du balado, je pousse pas ailleurs, peu importe, ben tu manques du monde. C'est sûr. Maintenant, c'est pas évident de savoir notre monde est où. Puis c'est ça qui est pas facile, parce que c'est pas juste une question de tranche d'âge. On le sait, la population est vieillissante sur TikTok. Il y a une recrudescence de l'écoute depuis quelques mois avec la politique notamment du média traditionnel, de la consommation du média traditionnel. Les gens plus vieux sont jeunes plus qu'avant aussi. Exactement, ça va par vague. Il y a tout le temps des nouvelles plateformes sociales. Ce bout-là est pas évident, bien honnêtement, puis il est pas parfait, puis il faut qu'on s'adapte en continu au contexte. Est-ce que les médias ont changé leur façon de travailler avec les agences? Bien sûr. Oui, beaucoup, beaucoup. Autant votre travail change, eux aussi. Oui, écoute, ils ont tous changé de leur façon. Oui, ils ont changé. Nous, on a toujours une tellement bonne collaboration avec les médias. Vraiment, vraiment très, très, très bonne. Là, je les trouve excellentes, mes collaborations avec eux. Ils comprennent notre métier, puis ils comprennent qu'on travaille main dans la main. Ils sont très francs avec nous. Faut dire que nous, mon énergie, puis je pense que les filles insufflent ça. Oui, il y a du professionnalisme, mais on n'a pas de langue de bois. Là, on se dit vraies affaires. Là. Ça marche pas, on se le dit, puis ça marche, on se le dit. Pour avoir bien connu Jean à l'époque, j'ai pas le choix d'en parler, par moment, il disait pas ça de même. Moi, je vais grossir l'affaire, mais il disait, il y a des journalistes qui, des fois, sont un peu paresseux. Fait que des fois, on trouve qu'on en fait trop, mais si on écrit quelque chose qui a de l'allure, qui passe bien, qui est pas trop, entre guillemets, qu'elle a vendu à son client, puis tout, souvent, ça passe de même. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui qu'il y a encore des
des gens qui n'ont pas de moyens. Tu sais, parce que la personne qui tient un podcast, souvent, ils n'ont pas d'argent tellement autour. Fait qu'ils n'ont pas de moyens démesurés. Fait que si tu leur arrives avec quelque chose qui est intéressant, une belle photo, entre guillemets, la job un peu mâchée. Ben oui. Je suis pas en train de dire qu'ils sont super paresseux, mais je pense que ça doit exister encore. Bien servir quelqu'un en étant, j'allais dire, intelligent. T'sais. Ben oui, absolument. Puis des fois, on retrouve des phrases telles quelles qu'on écrit partout. J'en doute pas. Tout à fait. Puis même, je te dirais que c'est même pas une question de paresse aussi, c'est une question. Tu le vois, là, il y a une crise des médias, ils coupent partout. Je vais te donner un exemple. Les moyens. Les moyens exactement, ont changé. les moyens. Il y a peut-être 2 mois, j'étais chez Belle à Montréal pour Nouveau, Télé, Montréal. Puis la journaliste qui d'habitude se déplace toujours avec son caméraman, là, est arrivée avec... le caméraman tenait juste un iPhone avec un trépied. Puis lui, c'est ça sa job de vie, là, il est vidéaste. Puis avec un iPhone. Là, c'était la première fois, c'est le premier topo ever qu'il faisait avec un iPhone. Puis là, je me disais, pauvre gars, c'est complètement d'autre chose. D'habitude, je sais comment c'est gros, une caméra de télé. Puis là, je me disais, ça vient qu'un mal d'épaule. Ben, pas juste ça, c'est parce que tout à l'heure, là, lui, ciao bye, puis ça va être la journaliste qui se filme. Puis des fois, ça arrive aussi. Donc, eux, ils doivent s'adapter aussi dans le cadre de leur métier. Nous, on doit nous adapter. Puis notre objectif, c'est de se faciliter la vie, les deux, dans le fond. Là. Puis est-ce que quand tu charges un client aujourd'hui, si les clients sont moins gros, qui ont moins de moyens, mais qu'il y a toutes sortes de clients, est-ce que, dans le fond, tu peux aller au volume? Je sais que tu ne sais pas ta tasse de thé parler de temps d'argent. Je ne veux pas parler de chiffres vraiment, mais tu comprends mon point, c'est que si tu avais des gros clients avant, tu avais des gros mandats. Avec ton père, on a fait des lancements, je me rappelle. Même nous, on était des clients à l'époque de la jungle, on lançait des disques, on allait au Château Frontenac. C'était des gros lancements. Là. À l'époque, là, mais il y a à peu près 30 ans, ça devait coûter... ça nous coûtait 10, 15, 20 000, un lancement d'un soir, mais c'était gros, là. Tout le monde était là. Tu comprends ce que je veux dire? C'était une autre affaire. Aujourd'hui, j'imagine que c'est plus des petites affaires additionnées qui sont beaucoup. Est-ce que je me trompe? Ça dépend. Moi, ça dépend. Tu peux avoir encore des grosses affaires comme ça. OK. Je te dirais mais tant mieux. Au Québec, où il y a beaucoup d'argent, puis nous, c'est pas quelque chose qu'on touche énormément, mais bien d'autres agences l'ont compris, c'est tout ce qui est public. Là. Tout ce qui est public et parapublic, c'est des... Je suis désolée, lol, mais c'est fou. Puis moi, j'en fais vraiment peu parce que je pense que c'est une question aussi de personnalité puis d'énergie. Là. Nous, on est une petite équipe, on est agile. Moi, que j'ai besoin d'avoir 7 approbations, c'est pas ma tasse de thé. Non. Puis en même temps, moi, j'ai une bonne relation avec les médias aussi à cause de ça. Parce qu'on travaille beaucoup avec la petite, moyenne et grande entreprise qui, elle aussi, est agile. Puis c'est ça, on sait son argent. Puis il n'y a personne qui doit de compte à personne, tu sais. Puis les médias, sont heureux de faire rayonner ces initiatives-là alors qu'ils n'ont pas du tout la même posture quand on est dans le public ou le parapublic. Donc, oui, il peut y avoir du volume. Évidemment, c'est beaucoup plus épuisant du volume. Donc, tu sais, il faut choisir. Oui. Mais au-delà d'être épuisant, nous, on a fait quand même beaucoup de culturel, de festival. On fait des choses qui sont le fun, avec un bel équilibre, avec des choses peut-être beaucoup plus corpo, qui sont beaucoup plus lucratives, beaucoup plus payantes. Fait que l'idée, en fait, nous, c'est de faire un amalgame. On n'a pas, puis ça, c'est particulier dans notre agence, on travaille pas juste en tourisme, on travaille pas juste en affaires, on travaille pas juste en techno, on travaille vraiment dans plein d'industries. Puis ça, c'est vraiment important parce que ça alimente notre curiosité, puis on apprend tous les jours. Je veux qu'on parle, on n'a pas le choix parce que je sais que tu fais des interventions là-dessus, puis moi, ça m'intéresse aussi parce que j'ai fait beaucoup de radio avec de la publicité à la radio en live. Là, il y a eu des remotes, moi, je n'ai pas fait beaucoup, mais live, c'est que quand en fait, pour les gens qui ne savent pas, là, j'ai fait beaucoup le Mézeray, j'ai fait Boulevard Lexus. J'annonçais le Mézeray, la pizza au homard. C'était un temps de l'année pour ça. Donc, mais là, aujourd'hui, je me disais, puis moi, j'étais payé à chaque fois que j'en parlais, puis c'était très payant, puis c'était payant pour le client aussi, parce qu'on amenait des gens. Fait que souvent, c'était une bonne affaire. Habituellement, quand tu as une bonne campagne, c'est bon pour tout le monde. Bon, comme tout bon contrat, je pense que c'est bon pour tout le monde. Et moi, j'ai passé ma vie à avoir des contrats de performance, puis dans mon milieu, la plupart des gens, on leur disait, veux-tu 10 piastres par année? Attends, ou encore... Contrat de performance, c'est quoi? Je t'explique. À la radio. Moi, j'aimais mieux, exemple, si on me disait, je te donne 10 piastres par année, évidemment, ça n'a pas ces montants-là, mais pour que tu comprennes. 10 piastres par année ou 4 piastres assurés, possibilité de gagner 30. J'ai toujours pris ça. Puis ça a été payant parce que très bon. Mais moi, en même temps, j'aimais les défis. Toi, tu aimes les défis aussi. C'est intéressant parce qu'en PR, ça, c'est très, 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 très rare que les gens vont accepter de faire dans mon milieu, là, même pour te dire, faire une confidence, Paul Arcand n'a jamais été producteur de son show. Pourtant, il aurait fait bien plus. Il manque pas d'argent, là. Mais il était payé comme employé. Donc, il payait des impôts. Il a jamais. Puis s'il avait été producteur, c'est parce que l'avantage producteur, tu prends des risques, mais quand ça marche, tu comprends. C'est une question de personnalité aussi. Oui, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y en a que ça fait chier de gérer. C'est mon job, là. Avoir sa propre entreprise. Toi, tu as un côté super entrepreneurial, tu as plein de projets. C'est vraiment pas j'ai une famille d'entrepreneurs. Fait que je sentais que j'étais un vendeur. Puis je me disais, je donnais le crédit à mes parents ou dans ma nature, mais être vendeur, tu l'es ou tu l'es pas. Donc, je reviens aux influenceurs, puis je prends l'exemple très, très, très commun présentement, Olivier Primo.
je l'ai vu parler de papa, je sais pas trop quoi, sandwich sur la rue Cartier. Puis là, je me disais, OK, parfait. C'est le même principe. Tu fais une annonce, puis lui, il s'en va goûter à ça. Ou une autre, je pense qu'il y a une fille qui était au chef qui a fait la même chose. Fait que là, je me disais, OK, parfait. Les autres sont sur le web, puis ils disent, allez là, puis ces revues de Poutine, puis tout. Fait que je me disais, bon, OK. Est-ce que le deal est le même que nous autres, on avait? Toi, tu sais peut-être plus que moi, mais dans le fond, nous autres, c'était l'animateur qui amenait ça, puis la station qui était le véhicule, puis qui amenait là. Puis bon, puis après ça, ben le client disait, ben il y a eu plein de monde, ça a marché ou ça n'a pas marché. Ça arrivait que ça ne marchait pas. Là, maintenant, qui est payé là-dedans? Personne. Ouais. Lui, c'est revues de Poutine, puis qui fait des fils, puis comme chez Mag, là, à l'île d'Orléans, ils sont venus ici en podcast parce qu'il y avait une histoire à raconter de s'ils ont été pris à l'étranger, super sympathique. Mais ils m'ont dit c'était incroyable l'impact. Fait que là, tu me dis qu'à la base, il n'y a pas de deal. Ben, en fait, c'est un bon puis un mauvais exemple. Parce que, évidemment, les influenceurs, généralement, créateurs de contenu / influenceurs, ils peuvent s'appeler l'un ou l'autre, sont payés pour ce contenu-là. Dans le cas d'Olivier Primo, c'est pour ça que je te dis que c'est un bon puis un mauvais exemple. Parce que lui, c'est pas juste sa vie, c'est pas ça sa vie. Il fait autre chose. Exactement, puis il le fait de ce que je sais, de ce que j'ai su, puis il a visité beaucoup et de nombreux de mes clients, puis il m'a souvent demandé des recommandations et jamais il y a eu une question d'échange monétaire. Okay. Parce que je pense que il voit bien l'effet que ça a. Je pense que ça lui plaît de casser le moule puis le modèle de l'influenceur aussi. Oui. Parce que, dans le fond, il est... Tu sais, le mot influenceur... Mais ça donne une liberté s'il n'est pas payé. Imagine-toi. Absolument. Il peut dire avec fierté, écoute, c'est plate à dire, mais moi, ça marche. Exactement. Puis, un moment donné, il a pris la décision, il me semble, parce que tu as raison, j'ai commenté ce sujet-là il y a quelques mois. Je pense que les notes, écoute, en bas de 7 ou 7,5, il ne les publie pas. Donc, parce que c'est plate quand ça arrive. Non, puis il voulait probablement... Pas faire de mal nécessairement. Son objectif, en fait, c'est quoi? Lui, c'est un entrepreneur, on va l'appeler en série. Il mousse l'entrepreneuriat, il crée des belles histoires, il crée des hypes, il travaille beaucoup dans l'alimentation puis dans le divertissement. Tu sais, ça fait du sens, c'est très généreux de sa part de le faire. Puis, honnêtement, ça marche. Tu l'as vu, toi aussi, la file l'autre jour. Il est allé chez plein de mes clients, puis tout le monde, ils disent la même chose. C'est horrible, c'est épouvantable, on se fait rentrer dedans, mais finalement, c'est extraordinaire. Puis lui, bon, il dit qu'il est triste, mais il est content. Fait que mais c'est un phénomène. Puis, tu sais, je pense qu'il faut séparer le concept de l'influenceur puis du marketing d'influence de Olivier Primo. C'est deux choses. Oui, mais tu as raison. Mon exemple était mauvais parce que je l'ai même entendu en entrevue dire, écoute, la réalité, c'est que... Puis il les a nommés un en arrière de l'autre. Je me suis planté. J'ai plein de choses qui n'ont pas marché. En série, quand tu es entrepreneur en série, il a fait plein de choses qui n'ont pas marché. Puis d'autres qui marchent, mais tu sais... Puis en même temps, il dit, je suis pas capable d'arrêter. Fait qu'il continue. Puis j'ajouterais quelque chose qui est important, par exemple, parce que moi, j'aimais bien le parallèle que tu faisais. Hein, c'était-tu comme nous? Nous, on était connus, populaires, crédibles parce qu'on avait un micro, on était à la télé, peu importe. Dans ton cas, c'était un micro. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on était les influenceurs d'une autre époque? Je te dirais que oui. La différence, puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Aujourd'hui, là, tu sais, la radio, tu l'écoutes quand dans la vie? Tu l'écoutais quand? Quand tu es dans ton char, à la limite au travail. Ton téléphone, là, tu le regardes combien de fois dans une journée? Je veux pas le savoir, mais tu le sais comme moi qu'on le regarde beaucoup trop. En moyenne, c'est 25-30 fois minimum. Bon. Et donc, si chaque fois, puis ton téléphone, là, ta relation est complètement différente avec la radio. Hein, ça allume, ça envoie un signal à ton cerveau que c'est important. Tu vois un visage. L'humain aime regarder un autre humain. Là, on est fait comme ça, c'est pas pour rien qu'on est obsédé par ce qu'on voit sur TikTok. Puis c'est pourquoi TikTok fonctionne plus qu'Instagram puis est plus addictif. Pas juste à cause que l'algorithme est plus fort, puis pas juste à cause que les vidéos vont en roulement puis ils vont vite, mais aussi parce que c'est toujours des mises en scène où il y a des individus, ou presque, alors qu'Instagram, il y a beaucoup plus de mises en scène esthétiques et léchées de... des beaux halls d'entrée, des gens bien habillés, des belles robes. On aime ça, c'est inspirationnel. Oui. Mais l'autre, c'est beaucoup plus engageant. Si Olivier Primo, tu le vois à raison de plusieurs fois par jour, te regarder parce qu'il regarde dans sa caméra, puis il te parle comme si tu étais son ami, puis il te parle de 2000 sujets, bien, pour toi, c'est le Klondike. Puis même si tu penses qu'il ne t'influence pas, il t'influence. Oui. Il t'influence en tabarouette. Et donc, il y a un pouvoir, puis inutile de dire que, puisque c'est sur Internet, il n'y a aucune barrière géographique, il y a simplement la barrière de la langue. Écoute, tu sais, je veux dire, c'est très simple de comprendre son pouvoir magnétique, puis comment il réussit à l'exploiter. D'autres devraient emboîter le pas, honnêtement, puis le faire exactement comme lui le fait, parce que ça marche, puis il y a de la place. Dis-moi, dans ton équipe chez Brouillard, est-ce que pour toi, une des forces que tu recherches le plus, c'est la créativité? Est-ce que c'est ça ou c'est plutôt l'intuition? Je sais pas, j'essaie de voir qu'est-ce qui pour toi, une qualité importante de quelqu'un qui travaille avec toi, c'est quoi?
Ou des qualités, peut non. Oui, c'est une bonne question. Puis je me pose cette question-là en ce moment parce que je suis en train de revoir la façon de choisir les gens avec qui je travaille complètement. Complètement. Je te dirais que, honnêtement, c'est l'intelligence émotionnelle, la première chose qui est importante pour moi. Vraiment. La passion ne doit pas être si loin non plus, non? La curiosité, l'intelligence émotionnelle, puis bien évidemment, la base, là, la débrouillardise. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est vraiment curiosité, j'avoue que... Curiosité, intelligence émotionnelle, débrouillardise. Inutile de dire l'expérience, pas nécessairement l'expérience dans ce qu'on fait, mais l'expérience humaine. Parce qu'on gère l'humain. Là. Moi, je vends du service. Là. Puis, tu sais, de la stratégie, je peux te montrer comment faire. Là. Mais gérer une personne en crise, je peux pas vraiment... Ben, je peux te le montrer, mais tu sais, c'est plus... Non. Puis, je dirais, moi, une chose qui est vraiment importante pour moi, je sais pas si ça tombe dans la débrouillardise, puis c'est quelqu'un qui est toujours en mode solution. Puis ça, c'est vraiment une grosse partie de la personnalité. C'est vraiment. On peut en parler 4 heures, mais là, on fait quoi? Eh bien, c'est ça. Moi, c'est la base. Tu sais, quand ça tourne, là, c'est parce que là, les amis... On fait quoi? Et moi, tu sais, je suis un peu freak là-dessus, là, mais pas le droit de se plaindre, pas le droit de bitcher les clients, pas le droit de bitcher les médias. Non, on trouve des solutions. Puis en même temps, tu es d'accord. Moi, j'étais en création quand on faisait de l'humour. Tout ça, c'était vraiment de même. Mais tu sais, exemple, il y a eu un gros événement. Prenons les Nordiques. Non, mais les Nordiques... Non. Oui, c'est ça. Les Nordiques battent le Canadien. C'est une surprise. Puis là, c'est gros. On sait que ça va faire 7 pages dans le journal. Je ne peux pas avoir quelqu'un autour de la table qui m'arrivait à te faire faire de quoi là-dessus? Oui, mais on fait quoi? Tu comprends? Mais toi, c'est pareil. Vous avez un cas, vous avez une problématique où vous avez une belle occasion, vous avez une opportunité. Puis, ouais, on pourrait peut-être faire de quoi qui est joyeux, mais c'est parce que tu n'avances pas du tout avec ça. Fait que, tu sais, le côté... Moi, je trouvais que l'intuition aussi, c'est un élément important. Tu sais, ce qu'on dit, on galvaude le feeling, là, mais moi, ça m'amenait à dire aux gens, c'est probablement ce que vous aimeriez entendre si vous étiez au bord de la table, si vous étiez client. Qu'est-ce que vous avez le goût de partager selon ce que vous entendez? Mais la curiosité, c'est des qualités importantes que tu dis là, qui sont bonnes. Mais qui vont ensemble aussi. Puis je trouve que la création, ça... Mais tu sais quoi, Gilles, ces temps-ci, moi, je suis vraiment dans un espace où je veux être entourée de gens qui sont meilleurs que moi. Puis, pas nécessairement des gens qui ont 20 ans d'expérience de plus que moi. Ça peut être le cas. Mais des gens que je trouve, qui m'impressionnent, qui me challenge. J'ai pas envie d'être la meilleure dans la pièce. Puis, force est d'admettre que quand c'est ta business et ton nom à sa porte, les gens s'attendent tout le temps à ça. Ouais. Puis c'est correct, c'est le fun, mais non, j'ai envie d'apprendre autant à quelqu'un qu'une personne m'apprend. Puis là, je suis en train d'être à la recherche de ça. Pourquoi, c'est du hasard, mais à ton avis, pourquoi Brouillard? Vous êtes combien de monde qui travaillait là? Mais là, je t'avouerais que... Grosso modo, en moyenne. En ce moment, on dit toujours en bas de 10. OK, bon, en bas de 10. C'est en bas de 10 filles. Oui. Non, mais en même temps, moi, je sais pas comment dire ça, parce que c'est une discussion qu'on a beaucoup en couple. On parle beaucoup de ça. Puis moi, comme parent, avec des enfants puis, qui vieillissent, mon plus jeune qui est rendu à l'université, puis là, je disais avec plaisir, j'ai dit, la société de demain, ma blonde vient finir son droit, elle dit que le droit, c'est 85 de femmes, 15 d'hommes. Mais on remonte à 75 ans, c'était juste des hommes, les juges puis les avocats. Mais ça a viré bout pour bout. Là, après ça, je parle à mon neveu. Mon neveu a fait la pharmacie. 80 de femmes, 20 Là, mon fils, d'une cohorte en médecine à Sherbrooke, 150 étudiants, 138 filles, 12 gars. Fait que je dis, la société de demain, ce sont des femmes, et peut-être même d'aujourd'hui. Fait que dans le fond, c'est pas une plainte, mais il y a un retournement intéressant. Puis moi, je pense pas que tu choisis uniquement tes employés, je vais te laisser répondre après, tes employés uniquement parce que c'est des femmes. J'espère que tu commences par faut qu'ils m'inspirent, faut qu'ils soient bonnes, faut qu'ils démontrent qu'ils veulent travailler puis qu'ils montrent qu'ils ont quelque chose à apporter. Bien, naturellement, je te dirais que c'est une question de contexte parce que les gens qui nous apportent leur CV, qui viennent nous voir, qui nous rencontrent, c'est vraiment majoritairement des femmes. Okay. Moi, j'ai un grand malaise avec le fait que toute l'équipe soit féminine, puis je suis très ouverte à en parler de ça régulièrement. Tu sais, nous, on travaille avec beaucoup d'organisations qui prônent l'inclusion, puis puis la diversité. Puis donc, on parle d'inclusion puis de diversité, on pense nécessairement aux différences sexuelles, ethniques, d'orientation, de genre, etc. Mais c'est pas que ça. Maintenant, j'ai pas de problème, par exemple, à avoir une firme où, oui, mon père est là, puis oui, on a quelqu'un qui est comme à l'externe, mais qui est un peu à l'interne, qui est un homme, mais qui est 2 jours par semaine quasiment au bureau. Mais j'aimerais quand même ça, avoir plus de diversité dans l'équipe. Je pense que c'est juste une richesse, en fait, pour avoir des points de vue différents. Pas différent, parce qu'on n'est pas pense pareil. Exactement. Non. Mais j'ai beaucoup quand même de collaborateurs hommes, puis j'ai beaucoup d'amis
gars en affaires de qui je suis très près et de qui je prends beaucoup de conseils parce que, justement, je me rends compte que leurs conseils sont assez différents. Puis, tu sais, qu'on croit ou pas au fait que, je veux dire, nos personnalités sont genrées. Moi, malheureusement, je suis forcée d'admettre que c'est ce dont je suis témoin de ça. Et je me rends compte que c'est différent quand je pose des questions à des hommes que des femmes. Fait que, voilà, j'ai plus de CV de femmes, c'est la raison pour laquelle on est. Ah, mais tu n'as pas à justifier. Puis en même temps, je me disais, ça serait ridicule de dire, mais là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand une parité forcée, personne n'aime ça, autant les femmes que les hommes. Non, personne non, je ne me veut mettrai ça. pas un quota, on est bien d'accord. Non. Ben. Mais là, tu parles de questionnements intéressants. Puis moi, j'avais le goût de te poser, la rétention, garder son monde, puis attirer son monde. Est-ce que tu reconnaîtrais, mettons, qu'au fil des années, c'est plus facile pour toi d'obtenir des propositions de gens qui veulent travailler pour toi? Je ne suis pas en train de dire que c'est facile de les choisir, là, mais... Oui, c'est intéressant ça, parce que, bon, ben, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on veut travailler chez Brouillard, dans le fond? Oui, je reçois quand même beaucoup de... En fait, c'est une belle fleur, ça. Oui, ça, c'est sûr que c'est merveilleux. Là. Quand quelqu'un qui a déjà une job, qui est bien établi, me dit « Hey, mais votre entreprise me parle beaucoup, ça m'inspire. » C'est jamais... Ça arrive... J'écoute pas sur une base quotidienne, mais ça arrive assez régulièrement, puis je trouve ça exceptionnel. Maintenant, est-ce que la personne a les qualifications? Puis tu serais surpris de voir la quantité de journalistes, d'animateurs, de chroniqueurs. Ça, j'en ai tout le temps, parce qu'eux, ils veulent virer de l'autre bord, tu sais. Mais c'est pas vraiment des profils comme je cherche, malheureusement, la majorité du temps. Mais oui, je pense qu'on a quand même, tu sais, on a une très grosse culture d'entreprise, donc on a une rétention importante. Ceci étant dit, puis c'est intéressant qu'on se parle aujourd'hui parce que il reste que la dernière année, pour moi, a été très tumultueuse de ce côté-là parce que, comme je te disais, j'avais l'impression qu'avant de faire l'acquisition, j'avais tellement fait la majorité des changements profonds que l'entreprise avait besoin de vivre qu'au moment de l'acquisition, ben on allait juste suivre, puis tout le monde allait rester, puis ça allait être le fun. Puis évidemment, ben ça a changé. On a changé la structure de la compagnie, on a changé des choses. Puis il y a eu du mouvement un petit peu de personnel aussi. Il y a eu du mouvement de personnel auquel je m'attendais vraiment, vraiment, vraiment pas. Puis ça m'a beaucoup shaké. Parce que moi, je m'attache vraiment beaucoup aux gens. Puis ça m'a appris aussi, peut-être, Florence, que, tu sais, les gens, l'entreprise, c'est une famille. Ouais, non, l'entreprise, c'est une équipe de sport. Tu sais, on travaille tous avec un même but, mais on rentre chacun chez nous le soir. J'aime l'exemple, c'est vrai. Puis, je dirais, quelle est la première qualité que tu vas observer chez une recrue potentielle? Bien, ça revient à ce que je te disais tantôt, tu sais, vraiment. OK. La vivacité d'esprit, pour moi, ça, c'est vraiment important. OK, puis les autres, puis le reste, ce dont on a parlé. Est-ce que tu es une boss exigeante? C'est une bonne question. Je pense que oui, mais je suis comme très cool. Fait que j'ai pas l'air exigeante, fait que c'est pas vraiment une bonne chose. Ouais, mais quelqu'un qui fait quelque chose, tu vas être capable de dire à quelqu'un qui... J'ai beaucoup de misère c'est drôle, j'écoutais pas plus tard qu'hier un balado sur comment donner du bon feedback. Parce que j'ai beaucoup de la misère à dire aux gens que je suis pas satisfaite de quelque chose, alors que je devrais, et pour vrai... Mais tu n'auras pas de misère à leur dire que tu es contente quand c'est bon. Non. C'est ça. Moi, j'ai pas l'impression, mais eux, ils ont l'impression que je leur dis pas assez, puis ça, il faut que je travaille là-dessus, il faut que j'essaie de comprendre pourquoi ma perception des situations versus la perception des autres n'est pas la même. Mais j'ai vécu ça, moi aussi. J'étais plus facilement dans les compliments dans mon équipe, travailler avec les autres, puis ça m'a joué des tours. Exactement, moi aussi. Puis en fait, ce que j'ai compris, puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, si tu veux, il y a à peu près 1 ou 2 ans, par un coaching. Tes employés, puis ça, c'est vraiment bon à garder en tête, là, Gilles, t'es pas là pour qu'ils t'aiment. Puis pour moi, ça, là, ça m'a crissé à terre. Parce que moi, je faisais tout pour qu'ils m'aiment. Pas qu'ils soient bonnes. Puis tu vois, là, j'ai changé mon fusil d'épaule tranquillement, mais des fois, ça revient vite. Moi, je veux être là pour les élever, pour leur donner une meilleure vie, pour qu'ils soient plus heureuses, pour qu'ils soient plus épanouis, quitte à ce que ce soit même à mon détriment. Parce que s'il faut qu'ils soient plus heureuses ailleurs, bien, ce sera ça. Puis je l'ai vécu, cette situation-là, récemment. Puis c'était pas évident à gérer, mais j'aime mieux qu'elles soient heureuses qu'elles soient malheureuses chez nous, tu sais. Oui. Est-ce qu'il est arrivé, Florence, que tu as senti qu'il y a des clients que tu as rencontrés qui te sous-estimaient? Oui. Peut-être plus avant. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as placé tes pieds plus, mais tu sais, comparaison avec ton père, puis bon... Pas juste à cause du sexe, c'est pas ça que je dis. Mais tu sais, la petite jeune qui arrive va me montrer comment ça marche, un peu, toi.
Ça m'arrive pas souvent, je suis assez chanceuse. Heureusement. Comparaison avec mon père non plus, pas tant que ça, parce que mon père m'a tellement toujours traité presque comme son égal devant les clients, peut-être pas nécessairement pas devant les clients. C'est remarquable d'avoir fait ça, parce que c'est sûr que, d'abord, ça donne confiance à toi. À moi, tout à fait. Les autres, on s'en fout, parce qu'ils changent d'une personne à l'autre, mais toi, c'est important, tabarouette. Ah, c'était extraordinaire. Je me rappelle, on était assis avec n'importe... Puis il y avait beaucoup de monsieur, là, c'était tout le temps Florence, qui s'en pense, Florence, tu dois avoir une bonne idée. Puis ça, tu vois, je pense que c'est la première fois que je le dis à voix haute, mais il me traitait vraiment toujours comme son égal devant. C'est fantastique. Moi, je te dis, là, comme entrepreneur dans ma carrière, il n'y a rien de mieux pour donner confiance à celle qui va éventuellement prendre le même chemin. Puis pour répondre en toute franchise, vraiment dans la vraie vulnérabilité à ta question précédente, je pense que j'ai beaucoup, encore parfois, joué un rôle pour que les gens me prennent au sérieux. Ce qui fait que ça fonctionne. Je le joue bien, mon rôle. J'ai fait du théâtre plus jeune, puis j'étais bonne. Non, mais véritablement, tu connais mon âge, Gilles? Oui. Je me fais souvent dire que j'ai 40, 45, parce que, puis là, je suis comme, mais là, les gens, je comprends que mon botox marche, mais comme, pas tant que ça non plus. Puis là, ils sont comme, non, mais t'as comme vraiment pas l'énergie d'une fille de ton âge, tu sais, début trentaine. Puis je pense que c'est parce que c'est avec l'énergie que j'amène. Puis des fois, elle est devenue naturelle, cette énergie-là. Mais un moment donné, il fallait que je la force. Puis, tu sais, je m'habille en conséquence. Puis, je m'habille pas en petite fille. Puis, j'utilise pas des mots de petite fille. Puis, j'assume ce que je dis. Puis, je te regarde dans les yeux. Puis, je te donne pas le choix de m'écouter. Tu sais, mais ça, c'est un peu dans ma personnalité. Je veux dire, oui, mais je l'ai forcé un petit peu parce que j'ai compris que ça marchait. Puis, j'ai compris que ça faisait que les gens avaient plus de respect rapidement. Maintenant, c'est compliqué parce que dans mon métier, moi, j'ai travaillé avec des personnes exceptionnelles, plus grandes que nature, des personnalités publiques, des politiciens, des immenses égos épouvantables. C'est ça ma job, gérer des égos. Entre toi et moi, là, je gère la visibilité de gens connus. C'est juste d'égos. Puis, j'apprends au quotidien à mettre mes limites. Puis, j'apprends comment mettre mes limites. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé dans certains cas que tu mets ta limite avec beaucoup de dureté. Certains vont l'apprécier puis vont te respecter davantage. Et d'autres, ça va casser complètement la relation. Puis ça, c'est une fine ligne sur laquelle je joue beaucoup, beaucoup, puis qui est pas... C'est quelque chose avec lequel j'ai encore un peu de misère. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça l'est encore difficile de concilier la fameuse question travail et vie personnelle? Mon chum pourrait te dire que oui, probablement. Moi, je vois mon travail comme l'extension de qui je suis. Mes amis sont mes clients deviennent mes amis. Mm-hmm. Dans les 3-4 dernières années, j'ai tout mélangé, mais j'avais pas le choix parce que à cause de l'acquisition, ça me prenait trop du jus de cerveau. J'avais trop besoin d'être tout le temps là-dedans. Mais ton chum est occupé aussi, là. Oui, mon chum est occupé, mais lui, il dit toujours qu'il garde le fort à la maison. C'est ça, vraiment. Puis mon chum, ça fit avec sa personnalité, c'est parfait. Oui, complètement. Non, mais en même temps, c'est quand tu as une alliance, il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas un modèle parfait, là. Il faut que ça soit parfait pour toi puis lui. Puis ça fonctionne très bien, notre modèle. Je suis très chanceuse de l'avoir. Ceci étant dit, tu vois, dans la dernière année, je me suis dit que je donnais plus de temps et d'énergie à toutes les gens dans ma vie qui n'ont aucun lien avec le travail. Donc, à toutes mes amies avec qui je n'ai ni de près ni de loin aucune conversation professionnelle, puis ce que j'avais complètement délaissé dans les dernières années, puis ça me fait vraiment du bien. Est-ce que tu pourrais prendre un conseil qu'on t'a donné qui est le meilleur que tu as ou que tu as vu ou que tu as entendu, dire vraiment, ça me sert tout le temps. Un conseil qu'on m'a donné ou que j'ai lu ou que j'ai appris ou que... Je sais! Ouais, 3. Je t'en donne 3. OK, parce que j'en ai quand même... Moi, je me répète tout le temps les mêmes affaires. Non, mais c'est important parce que ça devient, pour toi, c'est une motivation. Oui. Bien, je te dirais que conseil vraiment, vraiment, vraiment important que je répète constamment, c'est, puis tu sais, pour la petite histoire, c'est mon grand-père qui me l'a dit quand il a appris qu'il avait le cancer, là, classique, une affaire qui n'est pas d'allure. Non, mais c'est pas grave, c'est humain, c'est ça. Tu sais, la vie, quand tu arrives au bout, moi, je suis vieilli, puis là, on a perdu la mère de Véro qui a eu un cancer. Fait que, tu sais, quand tu arrives à la fin, il reste juste la famille. Exactement. Tu sais, il reste ça, là. Il reste les valeurs, la famille, les voyages. C'est incroyable. Moi, je te le dis, je suis plus vieux que toi, mais tu t'en parleras à ton père et diras la même chose. En vieillissant, on n'est pas rendu là, mais on vieillit, puis là, on se rend compte que les vrais amis, on a besoin juste d'une main. Tu sais, les vrais amis, comment je qualifie ça? Je sais pas comment tu qualifies ça, mais c'est 3 heures du matin, il t'arrive un drame. Qui t'appelle spontanément? T'as 2-3 doigts de nacé là, pour trouver des gens. Fait que, tu sais, tout se rétrécit. Fait que c'est important ce que tu dis. Tu parles de ton grand-père, la transmission, mais en même temps, les vraies choses de personnes qui t'aiment vraiment, tu sais que c'est vrai. Tout à fait, tu as raison. Puis dans le cas qui nous préoccupe, c'est quand il avait appris qu'il avait le cancer puis qu'il allait mourir assez éminemment. Puis moi, j'étais dévastée puis je pleurais. Puis
lui, il pleurait pas, puis je comprenais pas. Puis, tu sais, moi, j'étais super proche de mon grand-père. Puis, il m'avait dit, puis il roulait ses airs, Florence. Florence, dans la vie, il y a les faits et il y a les attitudes. Le fait, c'est que j'ai le cancer. Maintenant, l'attitude, la perception, la réaction, l'émotion, la façon de le gérer. J'ai des choix. J'ai le choix de le faire comme je veux. Puis moi, je fais le choix d'accepter ce fait-là. Tu l'acceptes peut-être pas au même moment que moi, mais tu as le pouvoir de changer comment. Puis ça, moi, au quotidien. Le fait, tu peux pas changer. Par contre, la façon avec laquelle tu vas le gérer, ça, tu peux complètement le faire. Absolument. Puis je le garde en tête, vraiment, vraiment important. Puis au travail, dans ma vie personnelle, tu sais, on pense que nos émotions puis nos pensées nous guident, c'est pas vrai. On a du pouvoir vraiment sur notre façon de réagir, ça prend juste du contrôle sur soi. Puis je te dirais que je vais juste en donner un autre qui me guide beaucoup ces temps-ci parce que moi, je suis quelqu'un qui est très rapide, qui est vraiment intense, qui est dans... Je vais vite, ça va vite en crise pour te... Tu sais, je suis toujours 14 messages, puis je cours, puis je tente de rendez-vous, puis je suis en retard. T'aimes ça? J'aime ça, puis j'aime pas ça, dans le sens où je pense que c'est ça qu'il faut pour être efficace, puis c'est pas vrai. Je pense que ça m'épuise plus qu'autre chose. Mais ça, c'est un autre débat. Mais récemment, quelqu'un m'a dit quelque chose, puis qui stick with me, puis depuis que je l'applique, puis j'y réfléchis, ça me fait vraiment du bien. Prendre le temps de prendre le temps. Oui, c'est simple, mais c'est dur à faire. Oui, puis c'est dur à faire. Tantôt, tu disais c'est des clichés, puis on le dit souvent, des clichés, des choses qui sont dites et redites, mais moi, je parlais des 10 commandements. Des fois, on fait des blagues, mais moins pratiquant, religion, peut-être l'affaire, mais j'ai dit, moi, le premier, j'ai plein mes culottes. Aimez-vous les uns les autres. Juste ça, là. Ouais. Faire une vie avec ça, c'est fait que, tu sais, en même temps, ce que tu dis, prendre le temps, ça a l'air de rien, mais quand tu te mets à réfléchir à ce que ça veut dire, là, ouais. Apprécier. Oui, tout à fait. Apprécier, prendre. Juste, puis tu sais, la gratitude, c'est comme, c'est la base de tout, puis ça commence tout. De commencer tes journées par ça, puis de finir par tes journées par ça. Mais si je peux t'encourager ou te décourager, tu le prendras comme tu veux. Mais j'ai peur. Moi, j'étais un gars speedé de nature. J'étais pas un gars stressé, c'est-à-dire, tu sais, ceux qui sont stressés par en dedans puis qui bouillent, puis moi, j'étais pas comme ça. J'étais speedé, un peu comme toi, les masses en l'air, bang, bang, cours partout, c'est dans ma nature. Quand on m'a raconté ma jeunesse, j'aurais aimé que ma mère soit béatifiée tellement c'était épouvantable. Moi, comme j'étais un enfant turbulent, on m'a tout raconté. Ma mère, ton téléphone, te donner un exemple, j'avais 3 ans, ma mère, au téléphone, puis j'y parlais, puis je voulais parler, puis je tirais la lampe, je la tirais à terre. Je cassais la lampe pour qu'elle puisse me... Tu sais, fait que tu vois le genre, là. J'ai inondé la maison à l'âge de 5 ans. J'ai été ramené 5 fois chez nous. Fait que, tu sais, tu imagines un peu le bonhomme après, fait que j'étais comme ça. Fait que... Mais, depuis que j'ai arrêté, puis que je suis à la retraite, mais j'ai une retraite active, pareil, j'ai des activités, mais je disais, cette semaine, là, j'ai 64 ans, je disais cette semaine que avant, je faisais 8 affaires en même temps, donc... Puis je partais à quelque chose, mettons, aussi niaiseux que d'aller chercher le linge à la laveuse, mais là, je pense que la sécheuse n'a pas été faite, puis en même temps, je vois qu'il y a une affaire qui traîne là-bas. Fait que là, je suis même... Bon, c'est ça, en fait. Mais maintenant, fait que tu dis-toi qu'un jour, ça va arriver, c'est là que je voulais t'encourager, c'est que maintenant, je prends le temps plus de faire chaque affaire, puis je réalise ça, je me dis, mais je pense que j'ai jamais fait ça de ma vie, prendre mon temps, mettons, de ramasser... C'est fou! Ça fait du bien. Oh, c'est fou, c'est fou. C'est apaisant. Eh bien oui! C'est une des choses que j'apprécie. Écoute, en vacances, parce que je sais que tu aimes ça des vacances où on décroche, mais un des plaisirs que j'avais avant quand j'étais speedé, c'était d'écouter de la musique tout le temps, puis maintenant, je découvre rien. Mais quand tu dis, oui, c'est ça, être capable, c'est fou, là. C'est intéressant ce que tu nommes parce que en ce moment, je la salue, je vais lui envoyer pour qu'elle l'écoute. La plus jeune sœur de ma maman est malade, puis... elle est un peu sur le même frame que moi puis ma mère, c'est-à-dire qu'on est vraiment... On a un spring dans le cul, là. Vraiment, là, tu sais, nous autres, il n'y a rien qui nous arrête. Puis, bing, bang, bang, mais bang. Vraiment, là, tu sais, ça peut vraiment être étourdissant pour les gens. Puis elle est beaucoup comme ça, elle aussi, puis elle est malade. Puis récemment, je passais du temps avec elle, puis une des choses qu'elle m'a dit qui la happe le plus en ce moment, c'est que, vu son état, elle n'est pas capable d'aller vite. Et donc, elle est obligée d'aller lentement. Puis au début, elle était très, très, très frustrée parce qu'elle ne se sentait pas efficace, pas bonne, ça va pas vite, ça veut dire que c'est pas bon. C'est automatiquement, c'est associé à quelque chose de négatif. Puis elle a comme, n'ayant pas le choix, elle s'est comme mis à l'apprécier, puis à réaliser la valeur que ça avait de prendre le temps, puis de pouvoir apprécier chaque geste, puis les regards que tu croises quand t'es pas sur ton sel dans ta tête en train de penser à 2000 choses. C'est intéressant. Oui, puis j'étais comme, mais mon Dieu Seigneur, tu sais, pourquoi faut qu'elle vive ça pour qu'elle s'en rende compte puis qu'elle me le transmette, tu sais? Alors, voilà. Puis tu vois Brouillard où dans, mettons 5 ans, pas dans 20 ans, là, c'est trop dur. T'aimerais que Brouillard soit où dans 5 ans? T'es la deuxième personne qui me pose cette question-là aujourd'hui. Je vais dire 3 ans. Bon. Et
je vois brouillard proche de moi ou dans le monde. Avec qui? Pourquoi? Je sais pas. Aucune idée. Il va rester... Tu vas l'avoir dans ta peau, là. Ah oui, je vais l'avoir dans ma peau. Je sais que je vais être avec une équipe formidable. Qui sera de cette équipe? Je sais pas. Je sais que je vais avoir des clients exceptionnels. Qui seront-ils? Où seront-ils? Je ne sais pas. Mais j'ai une certitude, c'est que l'entreprise est là pour rester. Moi, je suis là pour rester. Je fais ce que j'aime. Puis, ça prendra probablement d'autres formes parce que la vie change. Puis moi, je pense que l'entreprise va changer, va évoluer. Mais j'ai fait comme tout le monde, là, des plans sur 1, 3, 5, 10 ans. Ouais, c'est ça. Puis je l'ai fait, mais ça me ressemble pas, puis c'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est plate, ça. Ouais. Des plans d'affaires, puis tout, là, des fois, c'est un mal des objectifs. Puis, ben oui, mais moi, j'ai pas d'investisseur. Hey, je suis toute seule. J'ai pas d'associé. Je fais bien ce que je veux. Exactement. Mais c'est que ça te donne de la liberté pareil. Hein? Florence Brouillard, merci, Caroline. Puis une belle année 25. On va dire ça. Bonne année! Bonne année!